Belphégor par Arthur Burned. Quatrième partie, les deux polices. Chapitre 7, où Simone Desroches croit triompher, mais... Tandis qu'à petite allure, la limousine des papillons roulait vers Courteuil, le bossu et Maurice de Thouars, toujours dans son costume d'aviateur, se préparaient dans l'ancienne prison du château, muet en laboratoire, à transformer en lingots d'or le trésor des Valois. Après avoir ouvert le coffre, tandis que le comte Maurice rangeait sur la table les piles d'écus d'or frappés à l'effigie du roi Henri III, Leuchner, à l'aide d'une pince de bijoutier, commençait à dessertir les diamants et pierres précieuses qui enrichissaient le diadème de Catherine de Médicis. Maurice de Thouars lui demandait « À combien évaluez-vous le montant du trésor ?» Sans hésiter, le secrétaire de Papillon répliquait « À 50 millions environ. En effet, s'il représente une quantité d'or relativement peu considérable, il renferme des pierres précieuses, et notamment plusieurs diamants, moins gros peut-être, mais beaucoup plus purs que le fameux régent. Dites-moi, ne sera-t-il pas très difficile de les écouler ? Détrompez-vous, affirmait le bossu. Toutes les précautions ont été prises, et je me suis déjà entendu avec un diamantaire d'Amsterdam qui se charge de tout réaliser en 6 semaines. Tout en continuant son délicat travail, Leuchner ajouta « Mademoiselle Desroches vous a-t-elle parlé des conditions dans lesquelles nous devons partager le trésor ?»« Non, c'est une question que je n'ai pas voulu aborder avec elle. »« Eh bien, voici, elle touche 50%. Mademoiselle Bergen 20, moi 20 et Jack Teddy... »« Jack Teddy. Oui, l'homme à la salopette. 10%. Cela me semble très bien ainsi. »« En effet, déclarait le bossu. » Et avec un sourire teinté d'ironie, il fit « Ce qui m'étonne, je ne vous le cache pas, c'est de ne pas vous voir figurer dans la répartition. »« Voulez-vous que j'en touche 2 mots à mademoiselle Desroches ? C'est inutile puisque je vais l'épouser. »« Toutes mes félicitations, s'écriait le secrétaire du baron Papillon. Vous n'êtes pas à plaindre. C'est vous qui êtes le plus favorisé, et je vous souhaite bien du bonheur à tous les deux. »« Je vous sais gré de vos vœux, mon cher Leuchner, fit tout à coup une voix qui résonna sous la voûte de la prison. C'était Simone Desroches, qui, dans un élégant déshabillé du matin, que la veille elle avait apporté en avion avec quelques menus bagages, faisait son apparition dans la prison. Jamais peut-être elle n'avait été aussi belle. On nous dit l'archange du mal. S'approchant du bossu qui continuait sa besogne, elle scanda « Je vois que vous êtes très avancé. » Et s'emparant d'un des diamants que Leuchner venait de dessertir, elle l'éleva entre ses doigts et le plaça dans la lumière que semait autour d'elle une puissante lampe électrique. « Quelle merveille !» admira-t-elle. « Quel feu ! Je n'ai jamais vu un diamant aussi splendide. »« Il y en a de plus beaux encore, » scandait M. de Thouars. « Et ces rubis, ces topazes, ces émeraudes ?» Simone plongea les mains dans ce véritable tas de pierreries que le comte Maurice avait amoncelé auprès des piles d'écus et les fit ruisseler en une féerique cascade. Quel dommage, fit-elle, que je ne puisse pas en garder quelques-unes. Mais ses instincts de bête de proie l'emportèrent aussitôt sur ses désirs de femme coquette. D'un ton âpre, elle martela « Mieux vaut tout liquider. C'est plus prudent, plus sûr et plus profitable. » Et jetant un coup d'œil circulaire sur le trésor dispersé et étalé sur l'établi, elle fit « Leuchner, j'estime que votre estimation n'est pas suffisante. Je commence à le croire aussi, » appuya le bossu, et il grommela entre ses dents. Pourvu que ce maudit Chantecoq. Chantecoq s'exclama Simone. Puis elle reprit d'une voix non plus harmonieuse, mais sèche, implacable. Je vous avais annoncé hier soir que Belphégor n'avait pas dit son dernier mot. Je me rappelle, en effet, ponctua Maurice de Thouars. Eh bien, Jack Teddy vient de me téléphoner du bureau de poste de Mantes, qu'il avait réussi à enlever la fille du détective et qu'il serait ici avec elle dans une demi-heure. Ça, c'est le bouquet, déclarait Leuchner avec une visible satisfaction. Simone poursuivit. En admettant que Chantecoq découvre notre piste, quand il saura que sa fille est entre nos mains, et il ne tardera pas à la prendre, il se gardera bien de nous attaquer, et j'aurai le temps de filer en avion avec nos lingots, nos diamants, nos pierreries, et si besoin, et avec la demoiselle. C'est tout simplement prodigieux, s'enthousiasmait M. de Thouars. Le bossu qui avait fini de dessertir le diadème et avait soigneusement enveloppé les diamants dans du papier de soie s'enfuit vers les piles d'écus, qu'il déposa sur le plateau, en y joignant le diadème et plusieurs autres bijoux d'un dessin magnifique. Puis se dirigeant vers le fourneau à haute tension, il l'ouvrit et y introduisit le plateau.
Après avoir refermé le four, il fit manœuvrer une petite roue de cuivre. Aussitôt, les aiguilles d'une manomètre se mirent à frétiller. Simone, qui avait suivi l'opération avec un visible intérêt, se tourna vers M. de Thouars et lui dit « Jack Teddy va bientôt arriver. Allez le guetter. » Le comte Maurice s'éloigna. Alors mademoiselle Desroches, s'approchant du bossu qui surveillait son tableau, lui dit « Combien de temps pensez-vous que cela va durer ?»« 3 heures, répondit le secrétaire de Papillon. « Il faut au moins 2 heures pour que le métal commence à entrer en fusion. »« Alors, ironisa Belphégor, j'ai le temps de griller quelques cigarettes ?» Sur la route de Mantes à Dreux, une puissante auto fermée filait à une vitesse de 100 à l'heure. L'homme à la salopette, revêtu de son costume de chauffeur, sous lequel nous l'avons vu pénétrer chez Chantecoq et auquel il avait ajouté une paire de lunettes noires, se tenait au volant. Après avoir dépassé plusieurs voitures, et notamment la limousine du baron et de la baronne Papillon, qu'il n'avait pas eu le temps de reconnaître, il arrivait bientôt en vue du château de Courteuil. À l'intérieur de la voiture, Colette, sans chapeau, un manteau jeté sur ses épaules, semblait plongée dans un profond sommeil. Sans doute, le complice de Belphégor lui avait-il fait absorber un narcotique, grâce auquel il allait pouvoir l'emporter sans encombre jusqu'à l'endroit où Simone Desroches lui avait donné l'ordre de la rejoindre. En effet, lorsqu'après avoir franchi la grille du château, l'auto s'engagea dans la cour d'honneur, la jeune fille demeura immobile dans le fond de la voiture, comme si elle avait été anéantie par son lourd et invincible sommeil. L'homme à la salopette sauta à terre, et après avoir fait signe à M. de Thouars qui s'avançait vers lui de ne pas bouger et de garder le silence, il s'enfuit vers la portière, l'ouvrit, et prenant dans sa poche un flacon qu'il déboucha, il le fit respirer à la jeune fille. Presque aussitôt, Colette entr'ouvrit les paupières. Sa poitrine se dilata comme si elle avait hâte de respirer à plein poumon l'air pur et frais du matin. Et, s'appuyant sur la main que lui tendait Jack Teddy, elle mit pied à terre. Elle semblait harassée d'émotion et de fatigue. L'homme à la salopette invita cette fois M. de Thouars à le rejoindre, et le comte Maurice, s'inclinant avec déférence devant l'otage de Belphégor, lui dit « Veuillez me suivre, mademoiselle, je vais vous conduire auprès de monsieur votre père. » Fort galamment, il offrit son bras à Colette, qui s'y appuya tout en murmurant « N'est-ce pas plus grave que l'on a bien voulu me dire ?»« Non, mademoiselle, et je puis même vous assurer que la vie de votre père n'est nullement en danger. » Ces paroles parurent réconforter la jeune fille. Sous le regard du portier, qui était accouru et auquel le Schnurr avait dû, pour expliquer la présence au château de ces hôtes inconnus, raconter une de ces fables ingénieuses dont il avait le secret, Maurice de Thouars et Colette pénétrèrent dans le château, suivis par l'homme à la salopette. Après avoir gravi l'escalier d'honneur, ils pénétrèrent tous trois dans le grand salon, où se trouvait la porte qui donnait dans l'escalier dit des oubliettes. Maurice de Thouars l'ouvrit et invita Colette à en franchir le seuil. À la vue du couloir, de ses marches étroites, elle eut un instinctif mouvement de recul. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle. « Je vous l'ai déjà dit, mademoiselle, près de votre père. » « Où se trouve-t-il donc ?»« Dans une aile du château. » Auquel l'escalier donne seul accès. Le bellâtre ajouta. Les architectes des temps passés avaient parfois de ces caprices. Colette n'insista pas. D'ailleurs, Jack Teddy avait déjà refermé la porte et barré la route à la fille du détective, au cas où celle-ci eût voulu esquisser un mouvement de retraite. « Je vous suis, monsieur, » décida la fiancée de Jacques. Et descendant les degrés, ils arrivèrent jusqu'aux anciennes prisons. En apercevant à travers les grilles Simone Desroches et le bossu qui, debout, devant le tableau d'électricité, les yeux fixés sur le manomètre, guettait les oscillations de l'aiguille, Colette s'arrêta, tout en manifestant une violente surprise. Maurice de Thouars, la prenant par la main, lui dit « Entrez donc, mademoiselle, je vous en prie. » Simone se retourna. À la vue de sa rivale, qui venait de pénétrer dans la salle, elle eut un éclat de rire triomphant. De nouveau, la fiancée de Jacques esquissa un mouvement de retraite, mais elle se heurta à l'homme à la salopette qui s'encadrait dans la porte. D'une voix railleuse, Simone lançait « Vous venez chercher votre père ?»« Oui, mademoiselle, il n'est pas ici. » Et sur un ton de menace implacable, mademoiselle Desroches poursuivit « Et si jamais il y vient ?» Elle s'arrêta. « Le voici !» s'écriait Jack Teddy, en enlevant sa casquette, ses lunettes et sa fausse moustache. « Chantecoq !» s'écria Simone.
Déjà le détective braquait sur elle un revolver. Tandis que Maurice de Thouars et le bossu, sidérés par tant d'audace, restaient figés sur place, le grand détective reprenait. « Cette fois, Belphégor, je te tiens !» Maurice de Thouars crispa rageusement les poings, et tandis que, sournoisement, le bossu se rapprochait de la table, le grand limier disait à Simonne : « Vous avez voulu faire enlever ma fille par un de vos complices, mais je suis arrivé à temps pour l'en empêcher. Et ce gredin ainsi que la demoiselle de compagnie Elsa Bergen, je les ai remis moi-même entre les mains de la justice, et maintenant réglons nos comptes. » Livide, effaré, le dos appuyé sur la muraille, Simonne fixait Chantecoq avec une étrange fixité. Doucement, le bossu avança la main pour saisir une paire de fortes tenailles qui traînaient sur l'établi, et la brandissant brusquement, il allait la projeter à toute volée à la tête du policier. Mais celui-ci, qui avait l'œil à tout, ne lui en donna pas le temps. Un coup de feu retentit. Le bossu laissa échapper son arme improvisée. La balle du détective venait de lui traverser le bras. Monsieur de Thouars voulut s'élancer entre Chantecoq et Simonne, mais Chantecoq le saisit au collet en disant : « Assez de casse comme ça, ne me privez pas du plaisir de vous livrer intact à mon ami Ferval. » Il n'avait pas prononcé ces mots que Gautrey, accompagné de Pandore et de Vidocq, faisait irruption dans la pièce. Un commissaire de police et 4 agents de la brigade mobile les accompagnaient. « Monsieur le commissaire, fit Chantecoq en lui désignant Simonne et ses 2 acolytes, voici Belphégor et ses complices. Je les remets entre vos mains. » 2 agents se jetèrent sur le bossu et monsieur de Thouars, qui n'opposèrent aucune résistance. Le commissaire s'approcha de Simonne, et il allait s'emparer d'elle, lorsque la muraille contre laquelle elle s'appuyait s'entr'ouvrit, démasquant un passage secret dont la veille, en cas d'alerte, le secrétaire du baron Papillon lui avait révélé l'existence. Et tout en disparaissant par l'ouverture, elle s'écria : « Tu ne me tiens pas encore !» Le roi des détectives se précipita, mais il se heurta à la muraille qui s'était refermée. Chantecoq, tout en menaçant le bossu de son arme, lui dit : « Livre-moi tout de suite le secret de cette porte, ou je te brûle la cervelle. » Le Schnurr n'hésita pas. S'approchant de la muraille, il appuya sur un ressort dissimulé entre 2 pierres. La muraille se déplaça aussitôt. « Lâchez les chiens !» ordonna le père de Colette à Gautrey, qui détacha les 2 Danois qu'il tenait en laisse. Aussitôt, Pandore et Vidocq s'élancèrent à travers la baie et gravirent de toute la vitesse de leurs 4 pattes l'escalier dérobé par lequel s'était enfui Belphégor et qui aboutissait à la plate-forme de l'une des tours du château. Ils y arrivèrent au moment où Simonne allait se laisser glisser sur un toit voisin, d'où par une de ses fenêtres à tabatière, il eût été possible de gagner par les combles une cachette que le prévoyant bossu en cas d'alerte s'était aménagée. Mais Pandore et Vidocq ne lui en laissèrent pas le loisir. Se jetant sur elle, ils l'empoignèrent chacun par un bras, et comme elle cherchait à se dégager, elle sentit les crocs des 2 chiens s'enfoncer dans sa chair. Alors, se sentant perdue, et comprenant qu'elle n'avait plus qu'à se rendre ou à mourir, malgré la douleur que lui causait la double morsure qui s'accentuait à chacun de ses mouvements, elle chercha à gagner le créneau afin de se précipiter dans le vide. Pandore et Vidocq resserrèrent l'étreinte de leurs mâchoires, et elle eut l'impression de lire la mort dans leurs yeux. Un cri de rage impuissante lui échappa, et elle s'abattit sur les dalles. Une haleine chaude passa sur son visage, une gueule béante s'approcha de sa gorge. C'était Pandore qui s'apprêtait à l'étrangler. Mais un coup de sifflet retentit. Les 2 bêtes lâchèrent aussitôt leur proie pour retourner docilement vers Gautrey, qui venait de surgir avec Chantecoq sur la plate-forme. Et le détective, empoignant dans ses bras la jeune femme à moitié évanouie, s'écria : « Maintenant, Belphégor, je te tiens tout à fait. » Belphégor par Arthur Burned. 4e partie, les 2 polices. Chapitre 8, l'expiation. Pendant que ces événements se déroulaient à l'intérieur du château, la limousine des Papillons s'arrêtait dans la cour. Le portier se précipitait vers eux, et avant que ses maîtres eussent mis pied à terre, il s'écriait affolé : « Monsieur le baron, madame la baronne, il se passe ici des choses extraordinaires. »« Quoi donc ?» interrogea le collectionneur en descendant de voiture. Le concierge expliquait : « La nuit dernière, monsieur le Schnurr a amené au château 2 personnes, un homme et une femme que je ne connais pas. Je me demande même par où il les a fait rentrer, car je puis jurer à monsieur le baron qu'ils n'ont pas franchi la grille, que j'avais fermée moi-même à double tour. Ce matin seulement, de très bonne heure, monsieur le Schnurr m'a fait appeler et m'a dit :
Hier soir très tard, je suis arrivée avec un ingénieur qui est venu pour s'occuper du mécanisme des oubliettes qui ne veut toujours pas fonctionner. Je n'ai pas voulu vous réveiller et je les ai fait entrer avec sa femme qui l'accompagne par la petite porte de Diane. Sa sœur doit venir le rejoindre ce matin, car ces dames désirent visiter le château. Cette histoire me semble louche, soulignait Eudoxie, qui avait rejoint son mari. Tu t'inquiètes toujours à tort, morigénait Papillon. Lechner est mon homme de confiance, et il est incapable d'une imprudence et encore moins d'une indélicatesse. Je n'ai pas fini, monsieur le baron, reprenait le portier. Eh bien, parlez. Il y a environ une demi-heure, la sœur de l'ingénieur est arrivée en auto. Elle avait l'air bizarre, et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas de chapeau sur la tête. Mais ce n'est pas tout. L'ingénieur qui l'attendait depuis un moment, un monsieur très bien, très distingué, s'est approché d'elle, l'a saluée avec respect, et il lui a dit « Veuillez me suivre, mademoiselle, je vais vous conduire auprès de monsieur votre père. » En effet, opinait l'amateur de bibelots, cela me paraît étrange. Ce n'est pas encore tout, appuyait le concierge. Un quart d'heure après, une nouvelle auto, découverte, celle-là, arrivait dans la cour. Elle contenait 6 hommes et 2 chiens, 2 Danois qui n'avaient pas l'air commodes. Un des hommes m'a dit « Je suis le commissaire de police et je viens perquisitionner. »« Perquisitionner » s'exclamait le baron. « Tu vas voir, s'écriait sa femme, qu'ils vont te prendre pour Belphégor. »« Alors, poursuivit le portier, ils sont entrés dans la maison. Avec les chiens ? Avec les chiens. Mais ils vont tout saccager. Non, jusqu'ici il n'y a pas de casse. J'oublie en effet de dire à monsieur le baron et à madame la baronne que le commissaire m'a demandé de les guider jusqu'à l'entrée des oubliettes. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai ouvert la porte qui conduit aux anciennes prisons. Alors ils se sont tous engouffrés là-dedans. Les chiens aussi ? Les chiens aussi. Et sûr qu'ils doivent cuire là-dedans un drôle de fricot. Car à l'instant même où la voiture de monsieur le baron et de madame la baronne pénétrait dans la cour, j'ai aperçu là-haut, sur la tour de Diane de Poitiers, une femme que les 2 chiens voulaient boulotter et qui criait « Au vinaigre !»« Hippolyte !» s'exclamait madame Papillon. « Allons-nous-en !»« Jamais de la vie !» protestait le collectionneur. « Mon instinct me le dit. Ce sont des malfaiteurs qui ont voulu nous cambrioler. Mais puisque la police est là… »« La police ?» s'exclama madame Papillon. « Depuis Belphégor, j'en ai presque aussi peur que de ceux qu'elle est chargée d'arrêter. » Tout à coup, le commissaire surgit dans l'encadrement de l'une des baies du premier étage, et d'une voix sonore, il lança au portier. « Téléphonez à Mantes, pour qu'on nous amène un fourgon fermé. Nous tenons toute la bande. »« Alors, je monte, » décida Eudoxie, en retrouvant subitement tout son courage. Le couple gravit l'escalier d'honneur. Des rumeurs s'échappaient du grand salon. Ils y pénétrèrent, et à peine en avaient-ils franchi le seuil qu'ils s'arrêtaient stupéfaits. Tandis que les 4 agents de la brigade mobile entouraient Maurice de Thouars et le bossu, Chantecoq et Gautrey tenaient en respect Simone Desroches. Celle-ci, à moitié affalée sur une chaise, regardait avec une expression de haine indicible Colette, qui cependant avait eu le tact de s'effacer dans un coin obscur du vaste salon. Le grand détective s'avança vers le collectionneur et sa femme. « Madame, fit-il en s'inclinant devant madame Papillon, je vous avais promis de vous délivrer de Belphégor. » Et, étendant le bras vers Simone, il ajouta « Le voici. » Hippolyte, croyant rêver, écarquilla les yeux. Il renonçait d'ailleurs à comprendre. Quant à Eudoxie, elle se figura d'abord qu'elle était l'objet d'une mystification. Dressée sur ses ergots, elle s'apprêtait à injurier copieusement ce policier qui se permettait de se moquer d'elle à ce point, lorsque Simone s'écria sur un ton de cynisme effrayant « Eh bien oui, c'est moi, et après ?» C'en était trop pour la pauvre chère folle. Après avoir poussé un cri d'horreur, elle s'évanouit dans les bras de son mari, qui s'empressa de l'emporter dans une pièce voisine. Simone, qui venait de livrer à Chantecoq tout son secret, reprit d'une voix mordante. « Vous devrez être content, puisque vous êtes le plus fort. » Avec une expression de réelle tristesse, le roi de détective demandait « Comment avez-vous pu devenir une aussi grande criminelle ?» La coupable tressaillit et ferma les yeux, comme si elle voulait échapper aux visions que ces quelques mots lui inspiraient. Puis tout en frémissant, elle articula avec peine. Les drogues, et puis la peur de la misère. Tous en silence contemplaient Simone, qui semblait se ressaisir. Elle ouvrit ses yeux qui brillaient d'un singulier éclat, et portant d'un geste rapide, furtif, sa main à son corsage, elle en tira un petit objet qu'elle porta à ses lèvres. Chantecoq voulut s'élancer,
il était trop tard. Foudroyée, mademoiselle Desroches tombait la tête en avant sur le parquet. Le détective et le commissaire se penchèrent vers elle. Chantecoq ouvrit une de ses mains qui se crispait en un spasme suprême. Elle serrait une ampoule de verre vide et à demi écrasée. Poison foudroyant, elle s'est fait justice. Maurice de Thouars eut un violent sursaut de douleur. Le bossu courba la tête et tous se découvrirent, non devant la morte, mais devant la mort. Quelques instants après, dans la salle de la TSF du Petit Parisien, un sans-filiste, l'oreille collée à un récepteur, écoutait une communication, que par un tube acoustique, il transmettait à un rédacteur. Celui-ci, assis à la table et entouré de plusieurs de ses collègues, la prenait en sténographie, tout en répétant à voix haute « Chantecoq, le roi des détectives, vient d'arrêter dans un château des environs de Mantes le fantôme du Louvre, qui n'est autre qu'une femme. » Tout à coup, une voix vibrait. « Vous voyez bien que ce n'était pas moi !» C'était Jacques Bellegarde, qui venait d'être remis en liberté et s'empressait de regagner son journal. Tous ses camarades se précipitèrent vers lui, le félicitant, lui serrant les mains. L'un d'eux cria « Quel beau papier tu vas nous donner !»« J'ai vécu, en effet, un roman extraordinaire, » déclarait le reporter. « Sans doute, » reprenait l'un des secrétaires de la rédaction. « Comme tout roman qui se respecte, il se termine par un mariage ?»« Peut-être, » fit Jacques avec un charmant sourire. Belphégor par Arthur Burned. Épilogue. Quelques jours après, au restaurant de la Tour Eiffel, Chantecoq célébrait dans un déjeuner intime les fiançailles de sa fille avec Jacques Bellegarde. Ferval et Ménardier y assistaient tous les deux. Nous devons dire que, beaux joueurs, l'un et l'autre, ils faisaient une excellente figure. « Eh bien, mon cher collègue, demandait le roi des détectives à l'inspecteur, vous ne m'en voulez pas trop ?»« Moi, mais pas du tout, ripostait Ménardier avec la plus parfaite sincérité. Vous voyez que les vieilles méthodes ont parfois du bon, et que se camoufler n'est pas toujours inutile. Vous êtes notre maître à tous. » Des applaudissements éclatèrent, et Ferval, se levant, sa coupe de champagne à la main, s'écria « Je bois au bonheur des deux futurs époux, et à Chantecoq, le meilleur des amis, le plus brave des hommes. » Les coupes s'entrechoquèrent. Ménardier, qui se trouvait auprès de Bellegarde, lui demanda « Vous ne m'en voulez pas trop ?» Le reporter finement répondit « C'est vous, au contraire, qui devriez m'en vouloir. » Ménardier stupéfait. « Pourquoi ?»« Mais, répliqua Bellegarde, parce que je suis innocent. » L'inspecteur éclata de rire, et une poignée de main cordiale mit fin au malentendu, qui se terminait d'ailleurs d'une aussi heureuse et cordiale façon. Le repas terminé, les invités de Chantecoq quittèrent le restaurant. Jacques et Colette s'enfuirent vers la balustrade et s'y appuyèrent, admirant le panorama de Paris. Tout à coup, il leur sembla qu'au lointain, au-dessus du palais du Louvre, s'élevait une sorte de fantôme noir, qui, après avoir un moment plané dans le ciel, s'évapora dans les airs. Instinctivement, Colette rapprocha sa tête de son fiancé, qui déposa ses lèvres sur le front si pur qui s'offrait à son baiser. Et Chantecoq, qui les observait avec un bon sourire, murmura « Maintenant, j'en suis sûre, Belphégor ne ressuscitera jamais. » Fin.